Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Savary, je travaille dans le département d'anesthésie et réanimation de la Pitié-Salpêtrière et au cours de ces 20 minutes de topo, nous allons voir quelques notions de physiologie ventilatoire. Alors je commence avec deux définitions pour bien cibler ce dont nous allons parler. La respiration, c'est une activité intracellulaire qui correspond au processus d'oxydation permettant de produire de l'énergie par la mitochondrie. Et à l'inverse, la ventilation, ce dont nous allons parler aujourd'hui, plus spécifiquement, la ventilation, c'est le processus physiologique d'échange gazeux qui se fait grâce à des mouvements cycliques d'air dans l'échangeur pulmonaire. Ce système ventilatoire, il est composé de trois parties. La première, ce sont les voies aériennes qui ont une fonction de tuyau, et donc principalement la trachée et les bronches qui vont servir à amener l'air jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Deuxième compartiment, c'est donc le compartiment vraiment pulmonaire à proprement parler, qui a une fonction d'échangeur. Il est représenté par le parenchyme pulmonaire, les alvéoles, et c'est là que vont se faire les processus d'oxygénation et de décarboxylation. Et enfin, la troisième composante, qui est avant tout une composante musculaire, représentée en premier lieu par le diaphragme, qui est le principal muscle respiratoire. Et bien, ce troisième compartiment a une fonction de pompe qui va servir à générer les différences de pression qui vont permettre à l'air d'entrer et de sortir des poumons. La mécanique ventilatoire se compose de deux phases, une phase inspiratoire qui est une phase active et une phase expiratoire qui est passive. Alors l'inspiration, à l'inspiration le diaphragme va se contracter, ce qui va entraîner une négativation de la pression pleurale et l'air va pouvoir entrer au niveau des poumons. À l'expiration, le diaphragme se relâche et grâce aux forces de rappel de la cage thoracique, les poumons vont se vider passivement. Alors, comme un petit schéma permet parfois de mieux comprendre les choses, j'ai emprunté ces diapositives à un de mes collègues, le docteur Campion, que je remercie. À l'état de base, vous avez représenté ici la cage thoracique, les poumons en noir et la plèvre ici avec ce trait bleu assez fin. Et enfin le diaphragme ici sous la forme d'un trait rouge, qui est, je le rappelle, le principal muscle respiratoire. Alors à l'inspiration, le diaphragme va se contracter et en se contractant, il va s'abaisser. En s'abaissant, il va entraîner une augmentation virtuelle du volume pulmonaire et donc la pression pleurale va se négativer, comme vous le voyez ici, pour atteindre à peu près moins 5 cm d'eau. Cette pression pleurale étant négative, l'air va donc entrer à partir des voies aériennes supérieures dans la trachée et dans les bronches et entrer à l'intérieur de la cage thoracique et des poumons. À l'expiration, le diaphragme qui était contracté se relâche. En se relâchant, il remonte et le volume pulmonaire va virtuellement diminuer, ce qui va entraîner une augmentation cette fois de la pression pleurale qui va passer de la même pression atmosphérique en fin d'inspiration à une pression positive de plus 5 cm d'eau. Et donc cette surpression va entraîner l'expiration. L'air va être chassé et va sortir. À l'issue de cette expiration et entre deux cycles ventilatoires, les poumons se trouvent à un volume de repos qui s'appelle la capacité résiduelle fonctionnelle. Cette capacité résiduelle fonctionnelle est le volume d'équilibre du poumon et c'est le volume que les poumons atteignent quand les deux forces antagonistes représentées sur ce schéma sont à l'équilibre. Les flèches bleues représentent les forces d'expansion liées à la rigidité de la cage thoracique qui vont avoir tendance à forcer les poumons à s'expandre, et à l'inverse, les forces représentées par les flèches rouges sur ce schéma correspondent aux forces d'affaissement du poumon liées au poids du parenchyme pulmonaire. Et donc, une fois que ces forces sont équilibrées, les poumons se trouvent à la CRF. Et à partir de la CRF, on va pouvoir générer un certain nombre de volumes pulmonaires, comme nous allons le voir sur cette diapositive. Alors la CRF est représentée ici par la ligne pointillée bleue. Première notion importante, il faut savoir qu'on ne peut pas évacuer complètement l'air des poumons et qu'il reste toujours ce qu'on appelle un volume résiduel lié au fait que, de par la rigidité de la cage thoracique, les poumons ne peuvent pas s'affaisser complètement. Ce volume résiduel est très difficile à mesurer en pratique et c'est surtout à visée conceptuelle que je vous en parle. Le deuxième volume
qui est très important à comprendre, est le volume maximum d'air qu'on peut faire entrer dans le poumon. Et donc, c'est ce qu'on appelle la capacité pulmonaire totale, ou CPT. Et ce volume est rarement utilisé en pratique quotidienne en réanimation, puisqu'il est de l'ordre de plusieurs litres. Celui dont on parle en revanche un peu plus souvent, c'est ce qu'on appelle le VT, ou le volume courant, et qui correspond, comme vous le voyez représenté sur le schéma, à une fraction assez réduite finalement de la capacité pulmonaire totale. Les autres volumes dont nous pouvons parler sont les volumes de réserve inspiratoire et de volume de réserve expiratoire. Le volume de réserve inspiratoire correspond à la différence entre au volume qu'on peut mobiliser, notamment au cours d'un effort au-delà du volume courant, et le volume de réserve expiratoire et le volume correspondant à la différence entre la CRF et le volume résiduel. Ces volumes sont principalement théoriques et sont assez peu utilisés au quotidien. La capacité inspiratoire, elle, correspond à la différence entre la CPT et la CRF, soit la capacité, le volume inspiratoire total qu'on peut générer à partir de la CRF, et la capacité vitale, elle, correspond au volume qu'on peut mobiliser de manière globale, soit la somme du volume de réserve inspiratoire, du volume de réserve expiratoire et du volume courant. Ou, dit de manière un peu plus simple, la capacité vitale correspond à la CPT moins le volume résiduel, et elle est, elle, mesurable au lit du patient, de la même mesure que la capacité inspiratoire, et ces mesures peuvent avoir un certain intérêt, notamment dans le suivi des pathologies neuromusculaires au lit. Voilà pour ce qui concerne les volumes pulmonaires. Alors si on passe maintenant à une deuxième notion qui sont les variations de pression dans les voies aériennes, comme vous le savez, pour générer des volumes et des mouvements d'air, il faut générer des différences de pression dans les voies aériennes, et ces variations de pression sont décrites par une équation un peu complexe, qui est l'équation du mouvement respiratoire. Alors je vais aborder cette équation de manière assez superficielle, car en tant que telle, elle est finalement peu utilisée au quotidien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pression dans les voies aériennes résulte de la somme de deux composantes, la pression qui règne à proprement parler dans les voies aériennes, et la pression musculaire, ou la pression qui est générée par l'ensemble de la cage thoracique et de la paroi thoracique. Cette pression au niveau de la cage thoracique va faire appel plutôt à la notion de résistance, comme nous allons le voir, et la pression dans les voies aériennes va faire plutôt appel à la notion d'élastance et surtout de compliance. Donc la pression, l'équation de mouvement respiratoire, comme vous l'avez résumé en bas, la pression dans les voies aériennes est égale à la somme d'une part du produit de la résistance et du débit, et d'autre part, auquel on ajoute le rapport entre le volume courant et la compliance. Je passe pour entrer vers les deux notions qui nous intéressent. Je commence par la notion de résistance. Donc la notion de résistance, c'est ce qui va s'opposer à l'écoulement d'un fluide à travers un tuyau. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va s'opposer à l'écoulement de l'air à travers les voies aériennes, ou éventuellement la sonde d'intubation chez un patient qui sera déjà intubé, ventilé. Donc la résistance est égale au rapport entre la différence de pression à l'entrée et à la sortie du tuyau et divisé par le débit du fluide qui traverse ce tuyau. C'est une notion physique, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons l'appliquer au lit chez les patients qui sont intubés. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est la pression de crête qui reflète avant tout les résistances dans les voies aériennes, et que cette pression de crête peut monter si les résistances augmentent. Les résistances vont augmenter chez un patient qui est intubé, avant tout du fait de l'obstruction de la sonde d'intubation, puisque son diamètre va se réduire, soit du fait de sécrétion, soit que la sonde soit mordue par le patient, soit que la sonde se plie, et également en cas de bronchospasme ou de réglage de débit inadapté sur le ventilateur. Nous passons à la notion suivante, qui est la notion de compliance pulmonaire. Alors la notion de compliance, la compliance est la force qui s'oppose à la distension d'une structure élastique, et c'est l'inverse de l'élastance. Elle dépend avant tout de la résistance à la distension de la dite structure et de la pression transmurale, c'est-à-dire de la différence entre la pression qui s'applique à l'extérieur et à l'intérieur de la structure. Si on s'intéresse donc au parenchyme pulmonaire, elle dépend donc des propriétés intrinsèques du poumon et des différences de pression qu'on applique
à l'extérieur des voies aériennes et à l'intérieur des alvéoles. Dit autrement, la compliance est la variation de pression nécessaire pour engendrer une variation de volume. C'est-à-dire, dans une structure qui a une compliance extrêmement élevée, avec une faible variation de pression, vous allez générer une grande variation de volume, tel le ballon de baudruche qui est symbolisé ici. A l'inverse, dans une structure très peu compliante, il va falloir une énorme variation de pression pour engendrer une très faible variation de volume, et la compliance sera donc très basse. Cette notion est très importante, notamment chez les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë ou de pathologie pulmonaire évoluée, et elle est mesurée quotidiennement au lit, comme je vous le montre sur la diapositive suivante. La compliance est donc le rapport entre le volume administré et la pression qui est nécessaire pour générer le dit volume. Sur les courbes de pression des patients en réanimation, vous allez donc faire la différence entre la pression de plateau, mesurée ici au cours d'une pause inspiratoire, et la pression expiratoire positive, c'est-à-dire la pression à la fin de l'expiration. La différence entre ces deux pressions, c'est celle qui va permettre de générer le volume courant qui est mesuré sur le respirateur. Et donc, si vous voulez obtenir la compliance d'un patient ventilé, il vous suffit de diviser le volume courant par la différence entre la pression de plateau et la pression expiratoire positive. Cette compliance va s'altérer principalement avec l'atteinte du parenchyme pulmonaire, éventuellement avec la position, que le patient soit en décubitus dorsal, en proclive, en décubitus ventral, et puis avec l'abolition de la composante pariétale, soit par des agents de sédation, l'administration d'une curarisation continue. Et puis la compliance varie également avec la pression abdominale et la pression thoracique. Ce qui est important, encore une fois, de bien comprendre, c'est que si la compliance pulmonaire baisse, il va donc falloir augmenter les pressions pour atteindre un certain volume pulmonaire, et donc on risque d'engendrer des lésions supplémentaires, notamment de barotraumatisme au niveau du parenchyme pulmonaire. Voilà ce qui me paraît important sur ces deux notions que sont la compliance et la résistance. Nous allons maintenant passer à quelques notions de physiopathologie et essayer de comprendre ce qu'il se passe dans les situations d'insuffisance ventilatoire aiguë. Alors, en ce qui concerne l'oxygénation du sang, elle est mesurée par la saturation et également par la PaO2. Je rappelle que pour le transport artériel en oxygène, c'est la saturation qui est primordiale. Comme vous le voyez rappelé ici sur la courbe de dissociation de l'hémoglobine, la saturation est maintenue constante et supérieure à 90-95% jusqu'à des PO2 relativement basses, aux alentours de 60. Et donc il faut bien avoir en tête que lorsque la saturation commence à baisser, la PaO2 atteint des niveaux déjà extrêmement bas. L'oxygénation du sang chez un patient qui est ventilé va être déterminée par la fraction inspirée en oxygène et la pression expiratoire positive. La deuxième fonction essentielle du poumon, c'est la décarboxylation. Le dioxyde de carbone, le CO2, est lui très diffusible. Et donc son élimination va être déterminée avant tout par la ventilation minute, soit de manière un peu grossière, le débit avec lequel on balaye l'échangeur pulmonaire. Et donc l'élimination du CO2 est déterminée par la ventilation minute, qui est égale au produit de la fréquence respiratoire par le volume courant. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on fait par exemple un exercice physique, pour éliminer un peu plus de dioxyde de carbone, on va augmenter notre ventilation minute en respirant un petit peu plus vite. Cette décarboxylation est évaluée en pratique clinique par la PaCO2 sur le gaz du sang, bien sûr, et également par la mesure de la fraction expirée en dioxyde de carbone ou le capnogramme chez les patients qui sont intubés. Et donc on peut schématiquement répartir les mécanismes de l'insuffisance respiratoire en deux grandes catégories. Dans les insuffisances de l'échangeur gazeux, il va y avoir au début principalement une hypoxémie qui va être isolée, qui va se traiter par oxygénothérapie.
Et à l'inverse, lorsqu'il y a une insuffisance de la pompe ou une hypoventilation, quelle qu'en soit la cause, un défaut de commande centrale, une paralysie diaphragmatique ou autre, la première anomalie qu'on va voir apparaître est donc une hypercapnie, qui va ensuite, dans les cas d'hypoventilation majeure, être associée à une hypoxémie. Et dans ces cas-là, il ne sert à rien d'administrer de l'oxygène, mais il va falloir chercher à restaurer une ventilation minute, soit en aidant par de la ventilation non invasive, soit en plaçant le patient sous assistance ventilatoire invasive. Pour conclure, je souhaiterais vous dire un mot des rapports de ventilation-perfusion qui permettent d'expliquer en grande partie les mécanismes à l'origine de l'hypoxémie. Je vous ai représenté ici sur le schéma suivant un parenchyme pulmonaire sain qui est donc à la fois ventilé, ici l'air arrive dans la trachée, dans les bronches, jusqu'au parenchyme pulmonaire, et qui est à la fois normalement perfusé par l'artère pulmonaire représentée ici en rouge. Le sang désoxygéné arrive via les artères pulmonaires, traverse le parenchyme pulmonaire qui est normalement ventilé, et le sang revient à l'oreillette gauche après avoir été réoxygéné. Les rapports de ventilation-perfusion sont donc harmonieux et permettent à la fonction ventilatoire de s'assurer normalement. Si on prend le cas d'un patient chez qui on réalise de manière programmée une pneumonectomie, en post-opératoire, en l'absence de complications, ce patient ne va pas présenter de détresse respiratoire. En effet, les rapports ventilation-perfusion vont être préservés sur le poumon restant. L'oxygénation, la ventilation pulmonaire se fait normalement. Le sang arrivant par l'artère pulmonaire restante est normalement réoxygéné et décarboxylé et revient à l'oreillette gauche. Et donc il ne va pas y avoir de shunt intrapulmonaire, la PaO2 va être inchangée et le patient ne va pas présenter de détresse respiratoire. A l'inverse, chez un patient qui va souffrir d'une pathologie pulmonaire aiguë telle qu'une pneumonie, une atelectasie, un épanchement pleural, qu'il soit gazeux ou liquidien, les échanges gazeux ne vont plus se faire normalement. Et donc une partie du parenchyme pulmonaire, représentée ici en orange, ne va plus être ventilée alors qu'il va continuer à être perfusé. Et donc dans ce territoire qui est perfusé mais n'est plus ventilé, le sang, qui arrive par l'artère pulmonaire, ne va pas pouvoir être réoxygéné avant de revenir au cœur. On va donc avoir l'apparition de ce qu'on appelle un shunt intrapulmonaire. On le comprend assez facilement. Ici, sur le poumon sain, le sang est normalement réoxygéné et revient donc à l'oreillette gauche avec une saturation en oxygène qui est normale, ce que vous voyez en rouge. Et à l'inverse, ce que vous voyez en bleu ici, sur la partie droite de la diapositive, c'est que le sang qui traverse le territoire pulmonaire qui n'est plus ventilé va revenir au cœur sans avoir été réoxygéné. Et donc il va y avoir l'apparition d'une hypoxémie sévère liée au fait que la saturation dans le sang qui va être éjecté par le ventricule gauche n'est pas normale. Cette hypoxémie sévère va être difficile à corriger si l'on administre uniquement de l'oxygène, puisque, encore une fois, le territoire pulmonaire n'est plus ventilé, et donc cet oxygène ne va pas pouvoir diffuser jusqu'au sang. Cette représentation est certes schématique et un petit peu grossière, mais elle permet de comprendre, au moins sur le plan théorique, une partie des anomalies ventilatoires que présentent les patients hospitalisés en réanimation pour une insuffisance ventilatoire aiguë. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition. Mon adresse mail apparaît sur la diapositive suivante.